Troisième mi-temps du middle. On se retrouve aujourd'hui évidemment pour débriefer ce premier match de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Le premier match de la tournée estivale des hommes de Fabien Galthié qui se sont inclinés ce samedi matin 31-27 sur la pelouse de Dunedin face aux All Blacks, donc comme je viens de vous le dire. Avec moi en plateau pour débriefer cette rencontre, Yanis Guillou qui dort là, on le voit. Oui, j'ai posé ma tente, bon on la voit pas là sur le champ mais elle est juste derrière, vous inquiétez pas, tout va bien, il fait bon ici. C'est un habitué des plateaux. Dans son appart en fait. Ça fait trop chaud dans l'appart, là il y a la clim, je reste là. C'est un habitué des plateaux lui aussi et c'est le plus néo-zélandais des Français. Il a eu Dan Carter cette semaine, Simon Valzer est avec nous, salut Simon. Salut Tristan, salut Yanis, salut Simon. Donc on va débriefer cette première, pas victoire, j'allais dire victoire parce qu'on en était pas loin, mais première défaite des Bleus, courte défaite, 31-27, voilà comme je viens de vous le dire. Une défaite encourageante, messieurs. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce premier match, le courage des Bleus, la résilience en défense, il y a pas mal d'enseignements à en tirer. Tu te portes sur quoi, Simon ? Moi, je vais garder déjà le plaisir que j'ai eu à regarder ce match parce que vraiment, les Bleus, je dois l'avouer, m'ont bluffé. Et c'est vrai qu'après, quand on regardait un peu la situation avec un petit peu de recul, on pouvait se dire que finalement, même si sur le papier, les All Blacks étaient clairement favoris, ils n'avaient qu'une semaine de préparation alors que les Bleus ont eu davantage de temps pour travailler. Et moi, j'ai été bluffé par leur engagement sans faille, le fait qu'ils ne soient pas du tout impressionné alors qu'il y avait tellement de joueurs sans la moindre sélection au départ. J'ai aimé ce côté un peu casse-cou quoi. Voilà, on y va, on y est. Ils ont joué crânement leur chance et bon après on reviendra sur les raisons, sur la physionomie du match et tout ça parce que ça aurait quand même pu être assez douloureux et assez large en faveur des All Blacks. Mais moi je vais retenir ce plaisir qu'ils nous ont donné et eux qui de toute évidence ils ont pris sur le terrain. Tu parlais de fraîcheur, il y avait 8 novices sur le terrain, 8 joueurs qui n'avaient jamais joué sous le maillot de l'équipe de France. Toi Yanis, qu'est-ce que tu as envie d'en retenir de ce match, de cette courte défaite ? Moi j'ai un mot en tête, c'est quand même fierté. T'en parlais, 8 novices, ça prouve quand même notre effectif, notre largeur d'effectif dans notre vivier français dans ce rugby qui est dominé depuis tant d'années par les nations sudistes. Là on prouve que finalement les meilleurs peut-être dans la profondeur d'effectif, dans le rugby, c'est peut-être maintenant nous qui dominons l'hémisphère nord. Alors oui, c'est une défaite. Alors quelle place a le score dans un match comme ça où c'est presque la physionomie qui compte plus en fait. On promettait tellement l'enfer à ces gars-là, à ces jeunes. T'as Justin Marshall qui dit à tout va que la France ne respectait pas la Nouvelle-Zélande. À chaque essai des Bleus, j'ai dit là on les respecte ou pas, là on les respecte ou pas. Ben oui, puisque ces Français-là ont prouvé qu'ils pouvaient regarder droit dans les yeux la meilleure équipe néo-zélandaise actuelle et donc je pense que ça va faire taire quelques observateurs. Et donc Justin Marshall qui je pense va ramasser toute la semaine. Après c'est son fonds de commerce de parler beaucoup à Justin Marshall, il le dit pour plein de sujets différents, il est très interviewé à la télévision, dans la provocation. On y reviendra en fin d'émission sur cet éclat et notamment les réponses des Français que je vous lirai en fin d'émission. Pour revenir un peu sur ce match, sur la physionomie, ils n'ont jamais été décrochés en fait les Français, on n'a jamais senti vraiment une grosse inquiétude parce que on leur promettait l'enfer. Nous les premiers ce matin en arrivant dans la rédaction on a dit on espère qu'on va pas prendre une trempe, on espère qu'on va résister, etc. Nous, je pense que journalistes français, on connaît aussi la qualité de cet effectif, malgré que ce ne soit pas des noms clinquants au niveau international. Peut-être pas le cas de Justin Marshall, aussi brillant soit-il dans son rôle de consultant. La physionomie de ce match, elle est très importante parce que ces Bleus n'ont jamais lâché, ont toujours accroché le score et ont fait douter clairement cette équipe néo-zélandaise qui a parfois tenté d'aller en touche puis s'est ravisé de prendre les points à certains moments. Voilà. Ça montre aussi qu'ils n'étaient pas forcément sereins ces All Blacks. Là où les Français ont été vraiment géniaux et ça c'est vraiment positif, c'est vraiment positif au vu du peu de temps qu'ils ont passé ensemble et au vu du travail collectif qu'ils ont effectué, c'est leur réalisme dans les zones de marque. Ça on a vu à chaque fois qu'il y avait un 3/4 ou un avant qui arrivait à se porter dans cette zone des 5 mètres, tout de suite assez rapidement derrière les mecs continuaient à enchaîner et on arrivait à marquer quoi. C'est comme ça qu'ils ont pu répondre aux All Blacks à chaque fois et à coller au score et je trouve que vraiment ça c'est un point très important parce qu'on
on suit tous des équipes de top 14, on suit tous des matchs internationaux. On sait que ce fameux réalisme, c'est souvent ce qui manque, quoi. Et c'est hyper frustrant parce que c'est toujours ce qui fait que tu gagnes pas. T'as beau déployer des efforts magistraux en défense, comme les Bleus l'ont fait ce soir. T'as beau avoir toutes tes touches ou bien dominer en mêlée et tout ça. Si tu n'as pas ce réalisme, en fait, tous ces efforts, ils sont gâchés. Et là, je trouve que les Bleus ont été très intéressants sur ce réalisme-là. Ouais. Je pense surtout aussi qu'ils sont restés dans leur tactique de jeu, quoi. Ils sont pas sortis du système. C'était assez clair, hein, pas jouer dans notre camp, direct des possessions avec le gros jeu au pied de Joris Second ou les dégagements de Nolan Le Garec, s'envoyer en défense. Et collectivement, on a su rester liés tout au long du match et pas exploser malgré une énorme défense, notamment en seconde période, qui aurait pu nous mettre à mal physiquement. Et au final, on a su se démultiplier, notamment en se mettant un peu moins dans les rucks en deuxième partie de match, en laissant les spécialistes Fischer et Villiers seulement aller gratter des ballons. Et donc je trouve que collectivement c'est quand même très bien de voir que malgré le peu d'expérience commune, les Français ont su rester dans leur schéma pour poser des problèmes aux Néo-Zélandais, comme quoi quand on reste dans un schéma clair, eh ben, on peut s'en sortir. Et malheureusement le match se joue aussi sur quelques erreurs, notamment en deuxième partie de match, peut-être dû au manque de lucidité, qui a fait que les Français n'ont pas su conserver le ballon. Et c'est là que c'est beaucoup plus compliqué. Oui, on a été réaliste quand on l'avait, mais on l'a tellement peu eu que c'est difficile d'imaginer mieux sur ce match-là. Les Bleus ont fait leur maximum sur ce match. Ils perdent, mais au final, est-ce qu'il y avait possibilité de victoire vraiment, ou s'il y avait eu victoire, est-ce qu'elle aurait été méritée, en tout cas au vu de la physionomie du match? Il y a quelques erreurs bien sûr qui nous coûtent cher. Moi, il a quand même après on reviendra sur les bilans individuels, mais il y a quand même 2 erreurs qui coûtent cher. C'est 2 erreurs malheureusement de Gabin Villiers, qui est à créditer d'un match, on en reparlera, je vais pas spoiler, mais un match très, très paradoxal avec du très bon et vraiment du moins bon. Il y a cette montée défensive. Forcément elle est ratée, donc on va la qualifier de suicidaire, mais ça s'est pas joué à grand chose. C'est vrai s'il avait réussi à attraper Boden Barrett, il coupait la passe, et là il avait raison parce que les 3 autres Néo-Zélandais n'auraient pas pu être servis à l'extérieur, et il y avait en plus vraiment une concentration de coéquipiers à cet endroit-là, donc il aurait eu raison, mais là il a eu 1 seconde de retard, la passe a pu être faite, et résultat ça fait un essai facile. Et après bien sûr son carton jaune, même s'il est peut-être sévère. Pour moi, il est très sévère. Il est sévère, là, en fait, après, il laisse les Bleus pendant 10 minutes. D'ailleurs, 10 minutes qui m'ont paru très longues. Oui, c'est vrai. Qui m'ont vraiment paru très longues. Alors, c'est peut-être le temps néo-zélandais ou le fait que. On s'est fait la réflexion à la rédac que les All Blacks. Mais je pense que ça a duré plus de 10 minutes. Ouais, mais pendant ce temps-là, ils ont le temps de faire 126 séquences de jeu et 400 passes. De dégagement, machin. Ouais, il s'est passé plein de trucs. Donc, ça a été long, et puis ils y ont laissé du gaz, quoi. Et déjà que ils s'étaient pas ménagés en première mi-temps, c'est sûr que c'est des erreurs-là, ça peut faire basculer, mais après il n'y a pas grand chose quand même à leur reprocher. En termes d'attitude, d'exemple, ils ont été exemplaires. On a tous adoré regarder ce match. Et puis moi, ce qui m'a fait sourire, c'est l'interview de Guillard à la fin du match, qui dit il y a quand même cette action à la fin du match où on aurait pu accrocher cette victoire comme en Angleterre. Ça prouve aussi que ces mecs, ils en veulent, et ils n'ont pas de complexe d'infériorité. Ils pourraient se dire en Nouvelle-Zélande, c'est déjà pas mal d'avoir accroché les Néo-Zélandais, les All Blacks, qui sont quand même mythiques, pour un premier match d'une tournée où on leur promet l'enfer. Et non, ils voulaient aller chercher cette victoire, et ils sortent limite de ce match frustrés, ce qui est assez fou au vu de la physionomie du match. On peut avoir un regret sur ce temps d'avant de passe de Romain Taofifénois qui d'habitude apporte justement sa puissance en fin de match. Là, cette maladresse est vraiment malvenue, et c'est vrai que ça tue cette dernière occasion, mais c'est vrai. Moi je trouve ça beau qu'on ait des regrets à la fin de match. Mais c'est inattendu, bien sûr. C'était quand même pas ce qui était prévu au départ, et quand tu sors d'un match contre les Blacks à Dunedin avec cette mentalité-là, ça prouve aussi que l'équipe de France a grandi, que le vivier est quand même assez impressionnant, et que ces Bleus-là sont capables de tout malgré un vécu collectif très pauvre, cher à Fabien Galtier, mais qui lui montre qu'il a peut-être un peu tort sur ça aussi.
c'est que même si évidemment il y a des associations Ficou Gaëton qui sont connues, des Atis Ogbe qui ont des repères avec des joueurs comme ça, mais une charnière Le Garec second par exemple, quand on sait l'importance d'une charnière au niveau qui a jamais joué ensemble, je trouve ça assez bluffant, même si c'est devant qu'ils ont été le monstrueux, mais donc je vois qu'on a anticipé en régie, Perle a anticipé parfaitement les notes, donc on va venir au débrief des notes, messieurs. Simon, t'as pris part aux notes, c'est toi qui as noté les arrières, avec Nicolas Zanardi, donc je vais vous faire un petit tour des notes. Vous les avez, C'est lui qu'il faut harceler sur les réseaux sociaux, du coup, si les notes ne vous plaisent pas. Commence pas le bashing là. Elles sont disponibles Ça en suffit. intégralité sur Midi Olympique, enfin sur le site Rugbyarama en payant. Donc je vais en donner quelques-unes. On va donner Théo Atisogbe 8 sur 10. On va aussi donner Gaël Ficou 7 sur 10. Gabin Villiers 5 sur 10, on va en parler. Michael Guillard 8 sur 10. Alex Fischer 7 sur 10. Et Rabat Slimani, la plus mauvaise note, 4 sur 10. Donc voilà, on va débriefer un peu les individualités de chacun de ces joueurs. On va commencer par Alexandre Fischer, t'en parlais tout à l'heure, ou c'est toi Yanis qui en parlait des grattages avec Gabin Villiers. Alors première cape pour Alex Fischer, mais joueur très très connu en top 14 évidemment, qui est là depuis des années. D'ailleurs, Baptiste Seret m'avait dit que j'avais fait une petite interview avec lui, il m'avait dit que c'était le joueur le plus sous-coté du top 14. Oui, je m'en souviens. Il m'avait dit tout à ça. fait. Et il a montré aujourd'hui que son activité défensive, elle a été tout simplement gigantesque. J'ai souvenir qu'il met un énorme carreau offensif à, je sais plus qui c'est le Néo-Zélandais, mais il le retourne. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu de son match Moi j'ai été bluffé, dire que c'est sa première cape. Bon, on voyait déjà de toute façon là, sa fin de saison avec Clermont, ça fait quelques mois qu'il tournait bien, mais honnêtement je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Moi ce qui m'a vraiment impressionné, c'est son endurance et la constance dont il a su faire preuve, mais pendant il n'a pas été remplacé 80 minutes, c'est ça, il fait tout le match, il me semble. Tout le match. Et mais je le voyais encore à la 70e aller sprinter le ballon que ramasse. Il y a une percée, il y a une percée en toute fin de match. C'est lui qui ramasse le ballon, qui est capable de sprinter. Je le vois, il fait bien 30 bons mètres après la partie qu'il vient de livrer pour aller sécuriser ce ballon. Derrière, c'est Woki qui amène l'essai de Woki. Bref, s'il n'avait pas été là, clairement l'essai on le marquait pas. Je l'ai vu encore aller gratter des ballons dans les dernières minutes. Enfin, franchement, j'ai vraiment été impressionné par son abattage défensif, et là s'il arrive dans cette forme-là à l'Aviron Bayonnais la saison prochaine, ça va faire vraiment mal, je pense. L'Aviron Bayonnais, tu l'avais croisé dans les couloirs et tu nous avais dit, quand je l'avais croisé et tu nous avais dit que tu avais été impressionné. Ouais. Quand on voit ton physique et que tu es impressionné par un mec comme ça, c'est que ça va vraiment être. Alors en fait, pour la petite histoire, c'était le dernier match de poule, c'était Montpellier-Clermont. Montpellier-Clermont, moi vous le savez, je croyais que c'était Agent Daugé que tu m'as dit. Non, ouais, c'est ça, ouais. Et Montpellier-Clermont, moi je m'occupe de Clermont, et je sais plus, j'attendais la conférence de presse parce que ça tardait, et je sors dans le couloir qu'empruntent les joueurs, et là je vois Alexandre Fischer qui sort, torse nu, les crampons, juste le short, et là une espèce de buffle, quoi. Bonsoir. Là, le mec il est comme ça. Là je l'ai trouvé, je me suis dit mais vraiment il était sur le terrain, ça doit piquer. Donc du coup voilà, donc en plus pendant le match je l'avais vu s'attraper avec un autre Alexandre Béconnier qui est censé avoir le rôle aussi de qui est pas drôle non plus. qui est pas drôle non plus, voilà, qui est censé avoir le rôle de tueur à gage. Bon Fischer il était allé le voir, tu voyais qu'il avait les yeux injectés de sang, il avait fait peur à tout le monde. Non mais là franchement il est sur une lancée, j'ai vraiment été bluffé par son match. Il fait du catch. Catch, MMA, il fait tout. Yanis, toi tu m'avais parlé, on en a parlé un petit peu dans la rédac, de Michael Guillard qui t'a impressionné par son activité balle en main. Voilà, il était repositionné en 3ème ligne centre aujourd'hui, c'est pas forcément son rôle, c'est plus un numéro 5. Qu'est-ce que tu as pensé de son adaptation au poste ? Moi je trouve incroyable, parce que incroyable dans son adaptation, incroyable dans son tempérament. Il dégage un calme, une sérénité qui est quand même assez incroyable pour un joueur de son âge, et aussi avec son nombre de sélections. Il apparaît aujourd'hui comme presque un papa de cette équipe, alors que pas du tout au final quand tu regardes le nombre de sélections et l'âge. Il est rassurant sur chacun de ses ballons. Donc là il était notamment sous les renvois néo-zélandais, pas mal visé en première période. Et il a toujours eu des mains sûres pour sécuriser les ballons. Son côté
donc son profil colossal quand même lui permet de, même en deuxième ligne, d'avoir déjà beaucoup de courses avec le ballon. Donc du coup, je pense que ça l'aide en troisième ligne. C'est plus au niveau des déplacements qu'on l'attendait, du positionnement. Et il m'a agréablement surpris. Encore une fois, beaucoup de mains, beaucoup d'avancées, beaucoup de physique, très peu d'erreurs. Il y a même des fois peut-être qu'il a été en avance sur ses coéquipiers. J'ai en tête l'image de la dernière action où c'est lui qui décale Romain Théophenois, qui ne s'y attend pas. Dans l'idée, c'est bien joué, mais je pense que du coup, c'est un risque pris qui ne peut pas marcher avec tout le monde. Forcément, il faut de la communication et peut-être que dans sa tête, il avait un temps d'avance. Tu vois, je le vois un peu comme ça. Et non, je trouve juste incroyable de sérénité. C'est surtout ça qui m'impressionne. Aujourd'hui, il est vu comme un cadre du 15 de France véritablement, puisqu'il est titulaire avec l'équipe type du 15 de France au tournoi des destinations. Et il continue sur sa lancée. Et faudra parler de sa saison, parce qu'il nous sort une saison énorme quand même, que ce soit avec Lyon, l'équipe de France. Il a une régularité pas possible. Et c'est lui, je crois, qui marque le dernier essai contre l'Angleterre, qui donne la victoire. En tout cas, il est dans le molle qui donne la victoire. Et voilà, on a besoin de joueurs comme ça. C'est une très très belle surprise de cette saison. Est-ce que c'est pas tout simplement le meilleur numéro 5 français de la saison? Ah bah si, clairement. Thibaut Flamand. Non, 5. Plutôt 5. Ouais, Il il avec... joue pas mal en 5 aussi. Vous allez me dire chez Chauvin, mais Cazot, il se tape avec Cazot. Mais complètement, en tout cas, cette saison, il fait une meilleure saison que Emmanuel Niafou, qui avait fait un très gros début de saison, mais qui s'est un peu éteint au fur et à mesure. Alors que Guillard, justement, a su rester stable dans ses performances, c'est régulier, quoi. Le repositionnement en 8, c'est cadeau. Enfin, même s'il y a déjà un peu joué, tout ça, qu'il a été formé, tout ça, tu vas jouer en 8 contre les Blacks. Il avait fait contre l'Angleterre. Oui, mais bon, c'est pas courant, quoi. Mais je veux dire, c'est pas non plus son poste, quoi. Le mec, vous souvenez-vous, il y a 6 mois en arrière, on disait, tiens, c'est qui ça, Mickaël Guillard? Ah bah oui, c'est le mec de Lyon, là, le balèze. Et là, il t'arrive, il te fait un tournoi de déglingo. Et derrière, avant, Mika, on a besoin de toi en 8. Ouais, pas de problème, c'est bon, je gère. Ah, franchement, chapeau, quoi. Si je peux faire un petit débat parallèle, j'adore franchement le joueur qu'il est. Il a l'air en plus d'être un homme humble et tout ça. Mais juste à chaque fois qu'il parle, j'ai l'impression qu'il va nous sortir. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est sa coupe de jeu qui fait ça. Alors peut-être qu'il en joue, je sais pas. Mais à chaque fois, Edouard ça me fait penser à ça. Ceux qui ont parlé, voilà. Bah, sûr, Mission Cléopâtre. Mais incroyable joueur. Tire à lui dire. C'est pour ça que je tempère un peu. Incroyable joueur qui a l'air d'être en plus. Parce que s'il regarde cette émission, ça a l'air d'être un super mec. Franchement, à part ça, c'est. Il va te chercher. Et pour compléter sur la troisième ligne, puisque tu as parlé de Guillard. Peut-être que tu voulais faire la transition. Non, c'était juste, j'en profite à chaque fois qu'on parle de Guillard, je le dis parce que tu dis ça a l'air d'être un super mec. Je conseille à tous ceux qui nous écoutent d'aller lire sur Rugby-Rama le portrait qu'avait fait Nicolas Zanardi de lui, où il raconte un peu son parcours de vie. Et le parcours de vie est assez fou. Il a une histoire humaine assez magnifique. Et donc, je vous le conseille. Ouais, ça fait une petite transition vers le site aussi. Du coup, abonnez-vous, quoi. Parce que forcément, on va pas vous le filer gratos. Pour que les émissions continuent. Pour que Yanis continue à vivre ici, dans son appart. Payer mon loyer. On va finir sur la troisième ligne, non? Tu voulais dire pour parler de Tixeron, qui je trouve sur ce match a été un peu est sous-coté par rapport aux deux autres, puisque forcément les deux autres ont été beaucoup plus en avant. Et lui, ça a été l'homme de l'ombre qui avait une très grosse activité quand même. On l'a vu aux quatre coins du terrain pour aller plaquer et aller au soutien pas mal de fois. Et je l'ai notamment vu se jeter sur un ballon un moment, sur un ballon qui traînait. Et je me suis dit, Fischer, Tixeron est déjà là. Et donc, lui aussi a asséné quelques bouchons. Donc, j'aimerais souligner sa très belle performance. Alors, il est sorti tôt, parce qu'il avait aussi le côté Joker centre. Il est rentré d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il est rentré j'ai pas vu ça. À la place de Tom Spring, décalant Gaëton à l'aile. Et donc, il est rentré au centre. Je trouve que c'est un profil qui est super intéressant. Et sans faire de bruit, il a fait une belle performance. Tu rentres au centre, là, t'es troisième ligne, t'as Jordi Barrett en face de toi. Mais là, tu fais quoi? T'as Rico Yohan, qu'est-ce que tu fais? Oui, ça fait penser à Oscar Gigou qu'il avait fait contre l'Irlande, justement. Là, c'est encore pire, je crois. Cette équipe de France, elle est surprenante. Oui, complètement. À plein d'égards. Surprenante et agréablement surpris puisque alors tu peux être surpris du repositionnement de tel et tel joueur et comment ça se passe. Mais là, en plus, ils ont été performants sur les secteurs qui ne sont pas les leurs à la base. Ça marche parce que l'état d'esprit a l'air complètement incroyable. Alors pour le coup, je
sais pas, certains aiment, certains détestent, certains voilà. Fabien Galtier, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais en termes de management sportif, c'est complètement. C'est un des grands entraîneurs du rugby mondial. Il arrive à faire des équipes avec tout, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il arrive à créer des histoires auxquelles les joueurs adhèrent et ils les vivent, quoi. Tu vois que les mecs sont vraiment dedans. Après, je me dis quand même que cette semaine, ça devait pas être si difficile que ça à manager, quoi. Quand tu vois, Yanis en parlait tout à l'heure, quand tu vois ce que la saucée que nous a mis Justin Marshall, sans déconner, là, il n'y a que les bonnes vieilles recettes qui marchent, hein. Franchement, la déclat, tu l'imprimes en A3, tu la mets dans le vestiaire, tu dis, bon, bah voilà, pour qui on vous prend, les mecs. Je vais la dire, la déclat de Justin Marshall, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Je pense Vas-y. Il a dit l'équipe que la France envoie est clairement sous-dimensionnée et dotée de très peu d'expérience. Chez elle, l'âge moyen est de 25 ans, le nombre moyen de sélection est de 9,3. Près de la moitié des joueurs n'ont même jamais porté le maillot national. Bon, ça encore, c'est des arguments qui peuvent s'entendre. Oui. Par contre, après, il a dit c'est de la connerie totale la manière dont les Français traitent cette tournée. On dirait qu'ils trouvent toujours une excuse pour ne pas faire venir leurs meilleurs éléments. Voilà, bon, Justin. Ça aurait été bien de gagner pour vraiment enfoncer. Viens faire une saison en France à 30 matchs, là, tu verras. Du coup, je rebondis sur ce que Michael Guerre a dit à la fin du match à propos des messages passés par la presse néo-zélandaise et il ciblait principalement Justin Marshall. C'est sûr que ça nous a surmotivés, donc voilà, ça fait écho à ce que tu as dit. Ils n'ont aucun respect par rapport aux 42 joueurs qui sont présents ici en Nouvelle-Zélande. On ne reçoit que des moqueries de la part de la presse locale. Donc voilà, on avait tous très à cœur de faire un gros match. Voilà ce qu'a dit Michael Guerre au micro de Canal. Je pense que cette semaine, ça devait pas être très dur à manager. Après, je pense que Fabien Galtier a bien amené le truc. C'est quand même pas facile d'hériter d'un groupe. Même si voilà, c'est le rêve d'une vie, tout ça, ça devait pas être facile d'hériter d'un groupe de mecs qui se connaissent pas, ou enfin qui n'ont jamais joué ensemble, qui sont quand même éreintés, faut le rappeler, d'une saison à rallonge. Et là, tu te retrouves, faut traverser la terre, et ensuite tu vas défier l'une des équipes de sport collectif les plus dominantes de l'histoire, quoi. Donc, et là, je pense qu'il a réussi vraiment à les embarquer dans ce rêve-là. Et cette semaine, il a dû, il suffisait d'appuyer sur les boutons, parce que Justin Marshall et la presse néo-zélandaise que je connais bien et que l'on sait vraiment typée anglo-saxonne, donc c'est-à-dire très agressive, très taquine. Souvent, quand les joueurs français se plaignent de notre travail, moi je leur dis, les gars, traversez la Manche, allez en Angleterre, c'est des chiens de la casse, quoi. C'est des tabloïds, ça va trop loin. Donc la presse néo-zélandaise est souvent très agressive, et là en fait ils ont joué notre jeu, donc ça les a desservis, je pense. Et juste pour finir sur Galtier, je pense que c'est des tournées comme ça qui justifient son groupe de 42 tout au long de l'année. C'est un gros débat qu'il y a en France et encore actuellement sur combien de joueurs vont au rassemblement à Marcoussis. Et oui, puisque il y a des joueurs qui n'ont pas d'expérience sur le terrain à proprement parler avec l'équipe de France, mais qui ont eu l'habitude d'être dans cet environnement, d'être dans le groupe, de savoir comment ça se passe, comment est le manager, comment ça se passe en équipe de France, comment tu t'entraînes et comment tu joues. Le système. Le système, voilà. Tu sais, et donc, du coup, c'est des tournées comme ça qui donnent raison à ces groupes de 42, ces groupes élargis. On a pas mal parlé des avants, notamment de la troisième, mais on va parler un peu des arrières. C'est toi qui l'as noté, Gabin Villière. Alors, un match, on l'a dit tout à l'heure, un peu paradoxal, avec une première mi-temps, on peut le dire, ratée, une deuxième mi-temps, ou du moins une bonne partie de deuxième mi-temps réussie avec l'essai, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ce match contrasté ? Comment tu as fait pour le noter pour expliquer aux gens aussi Là, honnêtement, c'est très difficile, parce que moi je trouve qu'on est en train de retrouver le Gabin Villière de 2022, je sais plus, j'ai pas je suis très mauvais en date. On est en train de retrouver le Gabin Villière de 2022 avec ses appuis, ses contests au sol, sa faculté à dézoner, à aller chercher le ballon un peu partout sur le terrain. Mais dans le même temps, comme je l'expliquais en début d'émission, voilà, il commet deux erreurs qui coûtent cher aux Bleus. Il y a cette montée suicidaire, alors qu'en plus, j'ai regardé 2 ou 3 fois l'action, il me semble que, alors certes, on est très près des lignes, on est très près de notre ligne, donc là, à ce moment-là, il n'y a plus question de défense en contrôle ou en glissé, parce que sinon, il faut tuer l'action. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il n'y avait pas de sous-nombre.
a pas d'infériorité numérique. Donc, je sais pas, avec une défense en 1 contre 1, parce qu'il me paraissait pas être en mesure, les 3 derniers Néo-Zélandais, de combiner, quoi. Ils étaient chacun dans leur couloir, et donc il y avait plus vraiment de l'heure et tout ça. Donc, cette montée, voilà, pour 1 seconde, ça se joue pas à grand chose, hein. C'est comme tout. Vous avez raison, vous êtes champion, vous êtes l'équipe qui perd pour pas grand chose, mais cette erreur-là coûte cher parce que derrière les Blacks mettent un essai. Et voilà, on peut parler du carton jaune, Yanis, que t'as trouvé sévère. Ouais, il tend le bras, à aucun moment il peut choper le ballon. Moi, ça me choque pas plus que ça. Je l'ai pas trouvé si sévère que ça. C'est une faute, il y a pas eu de faute pendant un quart d'heure avant. T'es aux 40 mètres sur l'aile. Franchement, pénalité, je suis complètement d'accord. Carton jaune, je le trouve vraiment dur parce qu'il n'y a vraiment pas trop de possibilités derrière pour les Néo-Zélandais. Hein. En fait, ce qui aurait été intéressant de comprendre, c'est le degré entre 5 pénalités et essai de pénalité, et entre les deux, il y a le carton jaune. Donc en fait, le carton jaune signifie quoi? Non, parce qu'il peut y avoir carton jaune plus essai de pénalité. Oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que le degré va de pénalité à essai de pénalité. Qu'est-ce qui justifie que tu mets un carton jaune, pas une simple pénalité? Parce que comme dit Yanis, c'est vrai que l'essai il était pas fait, on était encore loin, c'était sur les 40, il y avait certainement un défenseur derrière encore. Enfin bon, je la vois en faute flagrante, mais je la vois pas en faute cynique en fait. C'est ça qui me fait. Je trouve ce carton jaune qui est très dur quand même. Et après, il fait beaucoup de mal à l'équipe de France en plus parce que Gabin Villiers, là pour revenir un peu positif sur lui, a été un des seuls à pouvoir gratter des ballons, notamment au début du second acte où ses mains ont été quand même très précieuses à 5 mètres de sa ligne. Puis à un moment, pareil dans nos 22 mètres, où il a récupéré des ballons. Et quand il est sorti, au final, on s'est retrouvé sans possibilité de vraiment gratter. Et donc du coup, on a été dans aucun ruck. On a pris cette décision-là pour aussi garder un étirement, couvrir tout le terrain avec notre défense, notre ligne. Ce qui fait qu'en fait, on n'a jamais récupéré le ballon et qu'on a subi. Et donc ce carton jaune a eu quand même de grosses répercussions sur le match. Tout à fait. Aussi, peut-être... On l'a vu à l'image d'autres bleus, il y a quelques hésitations sous les ballons hauts. C'est un secteur qu'il faudra surveiller quand même parce que on peut pas se permettre de tergiverser comme ça. Mais donc voilà, en fait, pour en revenir à ta question, t'as du 4 et t'as du 6, donc en gros ça donne du 5 quoi. Voilà. Donc voilà, la moyenne pour Gabin Villiers. On va finir en tout cas les notes individuelles sur l'homme du match. C'est Théo Atisogbe, messieurs, qui a eu 8 sur 10. Qu'est-ce que vous retenez de son match? Yannis, c'est un joueur que tu connais plutôt bien, toi qui as suivi Pau pendant longtemps, voilà, qui le connaît bien. C'est un joueur qui a... Alors, Jérém a écrit dans son titre déjà tout d'un grand. On a l'impression qu'il n'est pas du tout impacté par la pression. On a l'impression que peu importe les adversaires, peu importe le contexte, il livrera son match avec ses points forts évidemment, sa vitesse, sa capacité à défendre aussi. Voilà, qu'est-ce que tu retiens de son match? Qu'est-ce que je retiens de ce match? Sa capacité à franchir les paliers sans que ce soit choquant, sans que ce soit une pression supplémentaire et que ce soit quelque chose de prédéfini, de vraiment dur à faire. Une facilité, une aisance dans tout ce qu'il fait. Les ballons hauts, parce qu'alors il est repositionné arrière, mais il joue quand même pas mal arrière avec Pau, notamment cette année avec la blessure de Jack Maddox. Et il a progressé beaucoup sur les ballons hauts, sur sa vision de jeu. Il sait être un arrière qui peut être un deuxième 10 parfois. Évidemment des qualités de vitesse, mais là qu'on découvre plus, qu'on savait depuis son passage sur l'aile, notamment en équipe de France lors du tournoi. Très rassurant sur les mains, et surtout je vois une intelligence de jeu quoi. Je vois quelqu'un qui sait se placer, qui sait où aller, qui sait comment attaquer, qui sait comment défendre. Ça a été très utile sur les plusieurs ballons, voilà, des coups de pied qu'ont effectué les Néo-Zélandais dans le dos de la défense, où grâce à sa vitesse, mais aussi son placement, il a su revenir pour aller sauver des coups. Mais il a l'intelligence aussi de rester un peu debout pour attendre son soutien. Il a l'intelligence de tout ça. Donc ce que je retiens, c'est pareil, pour son jeune âge, il est incroyable de sérénité et enfin, il est bon quoi. C'est un bon joueur de rugby. Potentiel de dingue. Mais ce qui est fou, c'est que c'est ça, il a un potentiel de dingue, mais en même temps, limite, on est presque frustré parce que où est-ce qu'on pourrait le voir s'installer? Thomas Ramos semble indéboulonnable. Les ailiers, Bielbiaré Penaud, je pense que c'est ce qui se fait de mieux au monde. C'est super qu'on ait un remplaçant de luxe comme ça, mais est-ce que c'est pas frustrant? T'inquiète pas, va. Il aura son temps. Oui, très bien. Il aura son temps. Les recruteurs du top 14 vont faire le boulot. Oui.
Donc non, je pense qu'il voilà, à moins que la section paloise. Après, il fait partie du projet de la section paloise. Hein, non, mais je parle en équipe de France surtout. Ah, tu sais pas où le mettre, d'accord. C'est frustrant pour lui en fait. Oui, mais il y aura toujours des blessures. Je pense qu'il y aura toujours des suspensions. Il aura son moment, et même à un moment, il est plus jeune, beaucoup plus jeune qu'un Damien Penaud, tu vois, ou qu'un Thomas Ramos. Oui. Donc dans 5 ans, il aura peut-être les clés du camion. Et pour répondre à ta question d'ailleurs, moi je veux le voir plus arrière qu'Alel. Je trouve qu'il a trop de rugby, qu'il a trop de mains, qu'il a trop de capacité d'impact sur le jeu pour le voir seulement à l'aile. Moi, je veux à l'avenir le voir arrière, et lui confierait ça dans une certaine interview. Donne des ordres. Que même à l'ouverture, ça pourrait le tenter, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas peur des responsabilités et qui peut impacter sur le jeu véritablement. Et puis surtout, on peut imaginer dans quelques situations que Thomas Ramos passe en 10 par exemple, s'il y a besoin, que lui glisse. Donc il a cette polyvalence. Oui, il peut être un remplaçant idéal aussi. Ouais. Donc voilà pour Théo Atisogbe, homme du match homme du match selon nous, selon les notes de Rugby Armé à Midi Olympique. Messieurs, on va débriefer un petit peu aussi ce fait du match qui a quand même compté. 3 essais refusés contre les Néo-Zélandais. Barrett, l'essai de Barrett sur un avant de Newell, si je ne me trompe pas. Proctor qui perd la maîtrise du ballon. Et l'obstruction de Tokeyao sur le 3e essai refusé. C'était pas le pilier, non? Je crois que c'est Tokeyao qui fait Lisso, je sais plus, hein, il me semblait qu'il disait j'ai noté Tokeyao. Ouais. Bon, c'est un avant de la Nouvelle-Zélande en tout cas. Le dernier, il est vraiment sévère. Mais pour moi, le premier se justifie tellement, mais les 2 derniers c'est vraiment de l'interprétation. Proctor, je le vois pas. Proctor, ça va tellement vite qu'à l'œil nu, je le vois pas. Et c'est vrai que quand tu fais vraiment le ralenti, tu vois que il perd le contact et tout ça. Mais ça, c'est l'essai qui aurait été. Je pense qu'en top 14, il est forcément. Mais tu te vois perdre le. Alors moi, je le vois perdre le contrôle, mais jamais le contact en fait. Et donc c'est là où je me suis dit. Je vois perdre le contact. Du coup, après, il a. Dans le chat, grâce à qui? Grâce à Guillard. Le dernier essai refusé, c'est ultra sévère. Non, mais comme en plus, la décision de terrain, c'est essai. Ouais. Je me suis dit, d'ailleurs la vidéo a fonctionné hyper vite, j'ai trouvé. Mais je pense le dernier essai, je te rejoins complètement. Peut-être un réalisateur français, je sais pas. Je pense que le dernier essai, si ça arrive à la France, on crée au scandale. Non, mais oui, c'est sûr. Donc c'est pour ça que. Richard Dourte disait sur Canal que c'était amplement mérité, que les 3 essais étaient logiquement refusés. Oui, forcément. Mais après, on est comme Richard, il était content aussi de se payer Jocelyne Marshall. Je pense que s'il le croisait demain dans les rues d'Auckland, il saurait de quoi lui dire. Mais pour en revenir à ces 3 essais refusés, ça nous invite aussi à avoir ce succès modeste. Il faut pas trop s'enflammer. Parce que comme je le disais en début d'émission, les All Blacks ne sont qu'en rodage, c'est-à-dire qu'à mesure que les semaines vont passer, ça va aller de plus en plus vite. Et moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'avec seulement 1 semaine de travail et aussi certains remaniements dans l'équipe, pour un match de reprise, les All Blacks ont été en mesure de nous prendre de vitesse et de façon assez facile. On a été quand même au point de rupture à plusieurs reprises dans ce match-là. Cam Roigard s'en est donné à cœur joie en bord des rucks. Bref, on prenait un petit peu l'eau partout, et après, c'est nos 13 et nos ailiers qui ramassaient, quoi. Et honnêtement, les All Blacks ont été capables d'imprimer une sacrée vitesse à leur jeu. Donc ces 3 essais refusés doivent quand même nous inviter à un peu de modestie, quoi, et d'humilité. Prochain match, messieurs, pour les Français, sera le 12 juillet prochain à Wellington. Qu'est-ce que vous attendez de ce prochain match brièvement? On va conclure l'émission après, mais qu'est-ce que vous espérez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez voir? On en parlera dans la prochaine émission aussi, mais évidemment, il y a les finalistes qui rentrent dans le groupe. Donc ça va aussi compter dans la composition d'équipe. Qu'est-ce que vous voulez voir, messieurs, sur ce prochain match? Globalement, j'attends si je suis ambitieux, une victoire, mais si je suis réaliste et on va dire modeste, comme tu viens de le dire, je veux de la continuité, je veux de la régularité. Que l'équipe de France
continue de faire son rugby, continue de développer son jeu et continue de développer ses talents. Puisque cette tournée, elle n'est pas décisive, hein, c'est une tournée en Nouvelle-Zélande, on ne va pas gagner la Coupe du Monde sur ça. Mais par contre, là où on va gagner, là où l'équipe de France va gagner, c'est sur le long terme à développer ses talents et à développer son jeu, voir ce qui marche pas. Là, il m'a semblé qu'aujourd'hui, notre plan de jeu a plutôt marché. Continuons et voyons ce que ça peut donner. Et je pense que à force de titiller les All Blacks, au bout d'un moment, les résultats ils vont venir tout seuls. Moi j'ai hâte, comme tu disais, de voir les finalistes et les demi-finalistes aussi. Il y a notre envoyé spécial Jérémy Fada qui nous racontait que l'opposition contre Otago, c'est ça, contre l'opposition d'Otago avait été incroyable avec tous ces joueurs hors groupe justement. Je pense à Esteban Abadi, à Josh Brennan. Apparemment ça fusait dans tous les sens. Pierre-Louis Barassi aussi qui a été très en vue. Donc moi j'attends de voir cette rotation quoi. Puis c'est cool parce que tu te dis Fabien Galtier part avec un groupe à l'autre bout de la terre. Bon déjà là c'est les réservistes des réservistes, mais il y a encore des mecs, il a encore des gars dans son chargeur à placer pour toujours cultiver cette émulation. Donc je trouve ça génial. Esteban Abadi va mettre la pression à Tixeron. Bon, je pense que Fischer, il devrait rejouer. Enfin, j'ai pas d'infos, mais tu vois, c'est bien de voir qu'il y a encore d'autres options, quoi. Et puis, à plus court terme, j'ai hâte de voir ce que vont dire les médias néo-zélandais demain dans la presse, tu vois. Parce que je pense que l'équipe de France a imposé le respect en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Donc on va voir si lors du prochain match, les Néo-Zélandais vont continuer de manquer de respect à l'équipe de France. On espère si ça continue à nous offrir des prestations comme ça côté 15 de France. Continuez à les énerver. Allez-y, les copains du New Zealand Herald. Vas-y, continuez à nous les énerver, vous allez voir. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Alors vous retrouverez évidemment Kick-Off Rugby jeudi et puis la troisième mi-temps à la suite de ce nouveau France All Black le 12 juillet, donc comme je viens de vous le dire. Merci messieurs, c'était cool. Merci à toi, quelle présentation. Là, je me suis senti. Il distribuait les plats comme le gars qui distribuait les passes tout à l'heure. Les passes sautées là, on aurait cru Gaël Ficou là. On ne remplacera quand même jamais Vincent Franco, mais voilà, qu'on salue, qui est au congrès de la FFR. Merci à tous de nous avoir suivis et puis bon après-midi à tous.